Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 16 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement organise depuis ce mardi matin un atelier de 3 jours. Objectif de cette rencontre est de faire un état de lieu de la nomenclature des occupations du sol au Niger en vue de disposer d'un référentiel national harmonisé. Précision, Nafissé Haya et Ibrahim Abdou. Faire l'état des lieux de la nomenclature des occupations et l'utilisation des sols dans le cadre de l'inventaire national forestier et pastoral, c'est à cet exercice que vont s'atteler les participants à cet atelier initié dans le cadre du projet de gestion des paysages du Niger. À travers la Banque mondiale a mobilisé un financement important, le premier du genre, pour pouvoir réaliser cet inventaire. Cet inventaire sera réalisé par un consortium de cabinets, dont l'ID Sahel et le LID. Alors, à ce niveau, il faut se dire, le cabinet, dans la démarche, va appuyer la partie État pour réaliser cet inventaire. Cet inventaire, une fois réalisé, permettra à plusieurs acteurs que vous êtes de pouvoir effectivement l'utiliser. Initié par le ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans le cadre de l'inventaire national forestier et pastoral, les travaux de cet inventaire sont confiés au consortium ID Sahel pour une durée de 36 mois à compter de ce 15 juillet 2025. La première activité que nous avons posée, c'est inviter tous les acteurs nationaux à porter un regard sur les différentes nomenclatures qui existent au niveau du Niger pour que dans le cadre de cette mission d'inventaire forestier national, qu'on puisse vraiment proposer une nomenclature des terres du Niger actualisée et qui va être utilisée par l'ensemble des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles. Il s'agit maintenant, à travers cette rencontre, les nomenclatures qui existent. Il y en a pour l'Institut géographique du Niger, il y en a pour la recherche, il y en a pour le ministère, il y en a pour d'autres acteurs. Donc il y a à peu près 4 nomenclatures qui existent. Donc il faut qu'on rassemble tout le monde pour qu'on fasse ce qu'on appelle les forces et faiblesses de chaque nomenclature et proposer des pistes d'actualisation à l'issue de l'atelier pour que l'inventaire national puisse les utiliser et faire une nomenclature globale pour l'ensemble du pays et tout le monde va se rencontrer et se reconnaître dans cela. Cet atelier marque une étape décisive dans la réussite de l'inventaire national, dira la représentante du ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Au moment où le Niger affirme avec force sa souveraineté, il est essentiel que notre pays s'appuie davantage sur ses propres ressources, qu'elles soient humaines, forestières ou pastorales. Donc, au regard de l'importance des objectifs qui viennent d'être présentés, nous pouvons légitimement espérer qu'au terme de cette rencontre, des résultats concrets et satisfaisants seront obtenus. Pour rappel, ces travaux de 3 jours vont permettre de soutenir efficacement l'inventaire et plus largement renforcer la gouvernance des ressources naturelles tout en assurant une meilleure cohérence entre les politiques nationales et les initiatives régionales et internationales de suivi environnemental. Merci Nafissa. Pendant ce temps, on a assisté ce matin à une cérémonie de lancement d'un projet microcrédit solidarité Gamasinei, un projet donc conçu et porté par l'ONG Action pour la formation et la lutte contre la pauvreté. Plusieurs groupements féminins ont bénéficié de ce projet qui permet à ces personnes, donc aux bénéficiaires, de gagner leur vie à travers des activités génératrices de revenus. Précision Ismaël Moumouni et Sadoumi. Encourager l'entrepreneuriat des femmes tout en leur facilitant l'accès au crédit, promouvoir la solidarité communautaire grâce à un mécanisme de remboursement souple et collectif, tels sont entre autres objectifs visés à travers le lancement du projet microcrédit solidarité Gamasinei. Ce dernier, destiné uniquement au groupement des femmes, est piloté par l'ONG Action pour la formation et la lutte contre la pauvreté, AFLP. Dans nos communautés, les femmes jouent un rôle
essentielle dans l'économie familiale et locale. Elle cultive, transforme, élève et nourrit nos foyers. Cependant, beaucoup restent confrontés à un accès limité au financement et aux opportunités économiques. Les institutions de microfinance appliquent souvent des taux d'intérêt élevés, ce qui constitue un frein pour leur accès au crédit. C'est pour répondre à ces défis que l'ONG AFLP lance sur fonds propres ses projets. Des petits prêts afin de permettre aux femmes rurales d'investir dans des activités génératrices de revenus, d'améliorer leurs conditions de vie et de contribuer activement au développement de leur communauté. Après avoir remis à 4 groupements, chacun un chèque de 500 000 francs CFA devant les autorités administratives et coutumières, le président de l'ONG AFLP n'a pas manqué d'attirer l'attention des bénéficiaires. Chères femmes bénéficiaires, ce projet vous appartient. Avant tout, les petits prêts qui vous seront accordés sont une confiance placée en vous pour développer vos activités et bâtir un avenir meilleur pour vos familles. Nous comptons sur votre sérieux, votre discipline et votre esprit de solidarité pour que ce projet soit un succès et serve exemple dans tout le Niger. Le lancement du projet Microcrédit Solidarité Gaksinei, conçu et porté par l'ONG AFLP, est suivi de remise des attestations à la première et deuxième promotion formée en informatique bureautique. Merci Ismaël Moumouni. Parlons du manioc, un tubercule cultivé au Niger et qui contient des multiples vertus qui favorisent plus de l'énergie, qui fournissent plus de l'énergie à l'organisme. C'est ce produit que nous allons vous faire découvrir dans ce reportage signé Sharifatou Abdoulaye et Nasser Seydou. Le manioc est un arbuste vivace originaire des régions tropicales. Cultivé pour ses racines riches en amidon, sa consommation essentielle comme légume et le rôle de ses feuilles et tiges. C'est une culture clé pour l'alimentation de millions de personnes et une source de revenus pour les producteurs et les revendeurs. Je m'appelle Nouh Osman. Nos manioc nous provient de Malgourou, Djundju, Zabori et Baleyara. Il n'existe pas un prix exact pour le sac de manioc. Parfois, il coûte 7 500 francs et quand le prix baisse, on le vend à 7 000 francs. La commercialisation est rentable parce qu'on arrive à bien gérer nos familles. Aliment nutritif qui apporte une source d'énergie grâce à ses glucides, le manioc contient des fibres qui favorisent une bonne digestion et il aide à réguler le transit intestinal, comme l'explique le nutritionniste. Le manioc, les tubercules de manioc vont apporter de l'énergie. Et lorsqu'on consomme du manioc, notamment les tubercules, on va avoir de l'énergie. Et deuxième vertu associée au tubercule, c'est que les tubercules vont apporter également de l'eau. Et cette eau que les tubercules vont apporter, notamment si on consomme les tubercules à l'état frais, donc ça va apporter de l'eau et cette eau peut contribuer à satisfaire les besoins hydriques. Et troisième vertu associée aux tubercules, ces tubercules contiennent des éléments minéraux. Parmi les éléments minéraux qu'on va retrouver dans les tubercules, il y a des éléments minéraux comme le magnésium,
des éléments minéraux comme le potassium. Dernier élément qu'on va retrouver dans les tubercules, c'est que les tubercules peuvent contenir des vitamines. Et cela va dépendre de la variété de manioc, mais on peut avoir des variétés de manioc qui peuvent apporter de la vitamine A. Et on connaît l'importance de la vitamine A pour notamment renforcer le système immunitaire. Mais globalement, la principale vertu associée au tubercule de manioc, ce sont leurs vertus vraiment très énergisantes parce que les tubercules apportent de l'énergie. Les feuilles de manioc sont une source d'antioxydants, de fer et de calcium. Un tubercule tropical riche en amidon qui est une source importante de glucides et de vitamines. Cependant, les feuilles contiennent des composants cyanogènes, notamment la variété amère, qui sont toxiques et doivent être éliminés par une cuisson, une fermentation adéquate pour le rendre comestible. Les feuilles de manioc sont riches en vitamine A. Et la vitamine A, comme je l'ai dit, ça permet de renforcer le système immunitaire, ça permet de faire en sorte que certaines maladies, notamment associées comme les maladies comme les cancers, on va pouvoir les prévenir à travers la consommation de la vitamine A. Mais également, les feuilles de manioc contiennent des vertus comme la vitamine C. Et la vitamine C, c'est une vitamine antifatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, les feuilles de manioc contiennent également des sels minéraux. Parmi les principaux sels minéraux qu'on va retrouver dans les feuilles de manioc, il y a le fer. Et on sait que le fer, c'est quand même la carence en fer, c'est un problème de santé publique au Niger. Donc la consommation de ces feuilles-là, ça peut permettre notamment de couvrir une partie des besoins en fer. Maintenant, en plus de cela, les feuilles de manioc contiennent d'autres éléments qu'on appelle des phyto-micronutriments, parmi lesquels on peut noter des caroténoïdes qu'on va retrouver dans ces feuilles de manioc. Et ces caroténoïdes ont des vertus également protectrices, notamment contre les maladies cardiovasculaires. Et dernière vertu associée aux feuilles de manioc, c'est que les feuilles de manioc contiennent des fibres alimentaires et ces fibres alimentaires permettent de prévenir les troubles digestifs et c'est bon notamment pour abaisser la pression artérielle, c'est bon, les fibres alimentaires, c'est bon pour abaisser la glycémie. Grâce à sa teneur élevée en glucides et en amidon, le manioc fournit une énergie durable et aide à éviter les envies, favorisant une sensation de satiété prolongée. Le manioc est un produit donc très utile pour l'organisme. Du 16 au 18 septembre 2025, le palais de congrès de Niamey abrite les travaux du premier congrès conjoint de dermatologie allergologie sur le thème les maladies immuno-allergiques. La cérémonie d'ouverture de ce congrès a été présidée cet après-midi par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou. C'était en présence de plusieurs invités venus du Niger et de l'extérieur. Précision, Sakina Sadou Gazibo et Soumel Abdoulaye. Placé sous le thème maladies immuno-allergiques, médecins, chercheurs et spécialistes en dermatologie et allergologie se donnent rendez-vous à Niamey pour le tout premier congrès conjoint de la Société nigérienne de dermatologie vénérologie SONIDEF et de l'Association nationale de la formation continue en allergologie Anaforcal Niger. Le président du comité d'organisation, également président d'Anaforcal, a parlé des objectifs visés à travers ces assises. Ce congrès se veut un cadre d'échange scientifique de haut niveau, mais aussi un moment de fraternité et de convivialité. Pendant ces journées, nous aurons l'occasion d'écouter des conférences plénières animées par des experts de renommée internationale, de débattre autour de symposiums et d'ateliers pratiques et de partager nos expériences cliniques et de recherche. Notre ambition est double: renforcer les connaissances et les compétences des praticiens
et stimuler la recherche afin de mieux comprendre les spécificités de nos patients et de proposer des solutions adaptées à nos réalités. Le président de la SONIDEV a pour sa part souligné les priorités d'action collective de la société, invitant les participants à une synergie plus forte pour relever les défis dermatologiques et allergologiques du pays. Nos deux sociétés savantes, l'ANAFORCA Niger et la SONIDEV, se fixent 3 axes majeurs. Renforcer la recherche locale, c'est-à-dire documenter la prévalence, identifier nos allergènes spécifiques et publier dans des revues internationales. Améliorer les diagnostics et la prise en charge, former davantage de dermatologues et d'allergologues, développer les tests cutanés et la biologie spécialisée. Contribuer également au développement d'une batterie standard africaine, parce que c'est là où on veut arriver à ce qu'on appelle la géoallergologie. Concernant donc les tests épithèles, sensibiliser et prévenir, informer aussi nos décideurs politiques, nos collègues cliniciens et nos communautés sur l'importance de la dermatologie et allergologie et formuler des recommandations à l'endroit des décideurs politiques et les populations. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Mamadou Seydou, parrain de l'activité, qui a procédé au lancement des travaux. Les maladies immunoallergiques sont en pleine expansion à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé a classé l'allergie au 4e rang des préoccupations de santé publique après les maladies cardiovasculaires, les cancers et le VIH-Sida. Selon toujours l'OMS, 50% de la population mondiale souffrira d'une ou plusieurs maladies allergiques à l'horizon 2050. En Afrique, nous sommes confrontés à une transition épidémiologique rapide. Aux maladies infectieuses persistantes s'ajoutent désormais des maladies chroniques non transmissibles, parmi lesquelles l'asthme, les allergies alimentaires, la rhinite et les eczémas qui occupent une place grandissante. Toutes ces maladies, longtemps sous-estimées, constituent aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les chiffres sont éloquents. La prévalence de l'asthme en Afrique est estimée entre 4 et 22% selon les régions. Et l'étude ISAC a montré une augmentation de cette prévalence, aussi bien de l'asthme donc, que de la dermatite atopique et de la rhinite en Afrique entre les phases 1 et 3. Ce premier congrès conjoint se veut un cadre d'échange scientifique pour améliorer la prise en charge des maladies immuno-allergiques au Niger et dans la sous-région, mais aussi pour sensibiliser la population. Nous vous amenons à la découverte des artistes talentueux artisans au quartier de Zébon qui confectionnent des clés. Une activité qu'ils mènent avec beaucoup de prudence et cette activité qu'ils exercent pendant plusieurs années n'est pas permis à n'importe qui. Reportage Chamsotou Iliassou et Sadoumi. À Niamey, ils sont partout, sous un arbre, au coin d'une rue ou près des marchés, plus précisément au quartier des Aïbans. Les confectionneurs de clés font partie du décor quotidien. Ces hommes pratiquent ce travail artisanal pendant des années. Un métier qui a été appris et transmis de génération en génération. Je suis dans ce métier, ça fait plus de 40 ans. Je l'ai hérité de mon père. Et si les clients amènent un travail un peu compliqué, nous essayerons quand même de lui faire plaisir. Il existe 40 000 genres de clés au monde et même en Afrique on y trouve 30 000. Avec les clients, il ne manque jamais de difficultés, mais on les rassure afin de les satisfaire. Alhamdulillah, grâce à ce métier, je gagne ma vie. Avec une lime, une perceuse artisanale et beaucoup d'adresse, ces hommes redonnent vie aux clés perdues ou cassées. En quelques minutes, ils fabriquent une copie identique pour quelques centaines de francs CFA seulement.
Mais derrière ce travail minutieux, se cache une vigilance constante. Les confectionneurs de clés à Niamey ne copient pas n'importe quelle clé. Leur première règle est simple. La sécurité prime sur le profit. Si on a eu un client qu'on ne connaît pas, tu sais, maintenant Niamey c'est gâté. Dès que la personne vient ici, il veut faire la clé, on lui demande les pièces de moto ou bien les pièces de véhicule. S'il ne présente pas, on dit que nous, on ne fait pas les clés ici. Encore, il y avait des gens qui nous emmènent la clé dans l'appareil. Il y avait des gens qui frappent les clés sur le savon. Dès qu'on voit, on ne fait pas de clés comme ça. On dit que l'homme n'a qu'à partir. Si on fait des clés dans les services, des années, on n'a jamais eu un problème. Encore, on ne veut pas, même les enfants qui sont là, on les conseille. Si le gars est venu ici là pour faire les clés, il faut vraiment surveiller. Même si c'est la moto, on regarde, c'est la voiture, on regarde. On ne fait pas des clés pour comme ça là. Il y avait des enfants qui viennent ici avec les clés de leur papa ou les clés de leur maman, ils vont dire de faire la copie. Là, on peut regarder l'enfant. Si c'est possible, si le gars n'est pas correct, nous on savait. On fait la clé de confort, on fait la clé de véhicule et encore on programme. Et nous on ne prend pas les enfants d'ailleurs. Tous les enfants que tu vois ici là, c'est nos fils. Tout. On ne prend pas des gens dans la ville. Un travail remarquable apprécié par les clients qui peuvent confier leur sécurité aux mains expertes des confectionneurs. Bon, je suis venu ici pour confectionner une clé. Donc j'ai la clé de ma voiture qui est endommagée. Donc je leur ai amené la clé ici pour qu'ils me la réparent. Donc comme ils sont animés d'une bonne ingéniosité, donc je leur ai donné la clé et vraiment ils me l'ont réparée. Bon, du moment où eux ils acceptent de prendre les clés pour les réparer, ça veut dire qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et nous aussi, les clients, nous avons confiance en leur esprit de génie créateur. Non seulement, d'une part, on leur donne les moyens vraiment de survivre, et en même temps, nous aussi, on a notre satisfaction. À Niamey, les confectionneurs de clés ne se contentent pas de tailler le métal. Ils filtrent, observent et parfois refusent. Dans ces métiers artisanaux, la sécurité ne se repose pas seulement sur la serrure, mais sur la prudence et l'éthique de ceux qui la fabriquent. Chaque refus est un geste silencieux de protection qui rassure toute la population. Merci Amsatou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.